On se voit aujourd'hui pour le premier mini-débat autour de l'Afghanistan, avec comme thématique 20 ans, retour sur 20 ans d'intervention occidentale. Ça sera la première partie. Et alors, en 2022, il y aura une deuxième partie qui se concentrera plutôt sur la politique européenne et belge en Afghanistan. Et il y aura un focus sur les faits, les statistiques migratoires. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Également, merci beaucoup à Emmanuel Bury et au CEREC de m'avoir invité. Merci également pour la présentation. On m'a donc demandé de parler de la situation actuelle en Afghanistan, la situation politique et internationale de l'Afghanistan, mais en le mettant en lumière par rapport à l'intervention occidentale de ces dernières 20 années, et donc plus particulièrement, bien sûr, la guerre d'Afghanistan, même si on le verra, il y a eu plusieurs guerres d'Afghanistan, mais en tout cas la plus récente, celle qui commence avec l'invasion de l'Afghanistan en 2001 par une coalition emmenée par les États-Unis. Rapide retour sur l'histoire au long cours, on va dire, de l'Afghanistan, pas pour entrer dans les détails, mais simplement pour avoir une vision d'ensemble, puisqu'on le verra, il y a un certain nombre d'éléments du passé, en tout cas de ces 200 ou 250 dernières années, qui semblent, ou en tout cas peuvent sembler se répéter aujourd'hui. Et donc, on passera rapidement en revue ces éléments. Ensuite, en première partie, je parlerai des talibans, simplement parce que la période dont je vais parler, ou en tout cas la période dont on m'a demandé de parler, peut se concevoir comme parenthèse, quelque part, entre un régime taliban et un autre. Et que donc, pour comprendre ce qui se passe, ce qui fait commencer cette parenthèse et ce qui la termine, mais aussi pour comprendre toutes ces périodes, bien sûr, il faut passer par une compréhension aussi de ce que sont les talibans. Ensuite, dans la deuxième partie, je parlerai un petit peu plus longuement de la guerre elle-même, la longue guerre, ou The Long War, comme on l'a souvent appelé aux États-Unis, ce qui est bien sûr un terme parfaitement approprié, vu le fait que c'est une guerre qui dure 20 ans, si on ne parle que de la phase de l'intervention occidentale, mais qui, en fait, a commencé en 1979 et qui risque de se prolonger après 2021, en tout cas si les combats entre les talibans et l'État islamique en Afghanistan continuent. Dans une troisième et dernière partie, je parlerai des raisons de l'échec, puisque c'est bien évidemment une des questions qu'il est intéressant de se poser après les 1000 milliards de dollars dépensés par les seuls États-Unis, et c'est bien plus, bien sûr, si on inclut l'ensemble de la communauté internationale, dépensés par les États-Unis donc depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. On peut se demander pourquoi cette entreprise n'a, malgré tous les moyens mis, pas réussi, et donc ce sera l'objet de la troisième partie. Et je terminerai par une conclusion peut-être un petit peu longue, en tout cas plus longue qu'une conclusion habituelle, pour parler du futur. Et bien sûr, je n'essaierai pas de me lancer dans un exercice de prédiction, mais simplement dire quels sont les enjeux, ou en tout cas les enjeux d'un point de vue extérieur, auxquels l'Afghanistan et la communauté internationale vont avoir à se confronter dans les mois et années à venir. Donc voilà une rapide carte simplement pour nous situer, pour à la fois montrer l'Afghanistan en Asie et la carte politique interne de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, souvent, on considère que c'est un État d'Asie centrale, mais qui est à cheval en fait entre l'Asie centrale et le sous-continent indien, qui commence en fait avec le Pakistan, mais voilà, c'est un pays qui est à cheval, on va dire, entre différentes régions d'Asie et qui est également, on le verra plus tard, à cheval entre différentes zones d'influence culturelle
et religieuse, et qui est aussi d'une grande diversité. Donc, tout d'abord, pour parler un peu rapidement de l'histoire au long cours, ce qu'on peut noter, c'est que au niveau de la géographie et de la population, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et du coup, je vais passer à la carte. Ce que l'on voit, c'est que, enfin, tout d'abord, et ça, on ne le voit pas pour le coup, aujourd'hui, il y a une population de 40 millions d'Afghans. Un petit peu moins en réalité, c'est 38,5, mais on va retenir le chiffre de 40 millions, qui est traversé par beaucoup de clivages qui tiennent à l'histoire et à cette influence de différents empires. Historiquement, l'Afghanistan se situe entre les empires persans, donc basés en Iran et en partie au nord de l'Afghanistan, les empires moghols ou moghuls, qui sont donc l'empire islamique d'Inde, et également, bien sûr, l'empire russe, beaucoup plus tardivement, mais tout de même. Et après la colonisation de l'Inde, l'empire britannique. Donc, en fait, c'est un pays enclavé qui est sous des influences externes multiples et qui, de ce fait, est traversé, cette population, par de nombreux clivages linguistiques, ethniques, mais aussi confessionnels. La majorité de la population, mais c'est une majorité relative, est composée de Pashtuns. On considère que les Pashtuns, qui font partie du groupe iranien, donc qui parlent une langue indo-iranienne, tout comme les Tadjiks, les Hazaras, les Baloutches, les Aïmaks. Donc, ils constituent ces Pashtuns et qu'on voit ici sur la carte en couleur vert foncé, une majorité relative, 40%, ce qui est donc moins qu'une majorité absolue, bien sûr. Mais peut-être plus important encore, historiquement, c'est la population qui est considérée comme étant celle dont sont issues les lignées monarchiques de l'ancien État afghan. Ce qui fait qu'il y a aussi une ligne de clivage en Afghanistan entre les Pashtuns et le reste, on va dire, les autres ethnies, et qui est souvent une ligne de clivage de nature politique, c'est-à-dire qu'on reproche aux Pashtuns, historiquement, mais aussi dans le présent, puisqu'une majorité des talibans sont Pashtuns, on leur reproche des velléités d'hégémonie politique, c'est-à-dire on les reproche de vouloir créer un régime purement Pashtun, alors que dans le cas des talibans, on va le voir, c'est un petit peu plus complexe. Une autre ligne des clivages qui est très importante dans l'histoire afghane, et cela jusqu'à aujourd'hui, c'est celle entre les villes et les campagnes. On verra pourquoi. Mais disons que les Pashtuns, historiquement, sont considérés comme étant basés dans le sud et dans l'est de l'Afghanistan, qui sont des régions soit rurales dans le sud, soit montagneuses à l'est. Et c'est donc essentiellement des populations rurales à l'origine qui sont fortement tribalisées, c'est-à-dire organisées en tribus. En tout cas, ça a été le cas jusque, on va dire, la moitié du XXe siècle. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ça distingue les Pashtuns par exemple, des Tadjiks, qui sont pourtant aussi, qui parlent aussi une langue indo-iranienne, mais qui sont beaucoup plus détribalisés et qui sont une population plus urbaine. Donc, il y a aussi des différences de niveau de vie et de mode de vie qui se traduisent aussi par des idéologies parfois différentes, notamment des valeurs très conservatrices, non pas chez les Pashtuns de manière générale, mais en tout cas chez certains Pashtuns et surtout, bien sûr, ceux qui viennent des régions les plus reculées, que ce soit dans les montagnes ou dans les zones rurales du sud. Une troisième ligne de clivage qui est importante et qu'on retrouvera de différentes manières, c'est celle entre des musulmans sunnites et les musulmans chiites, les sunnites étant la grande majorité,
Donc, les populations chiites, c'est essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement les Hazaras, qui parlent donc une langue également indo-iranienne ou persane, mais qui sont donc de la branche du chiisme, qui est donc majoritaire en Iran, en Irak, au Bahreïn, mais qui est très minoritaire dans l'ensemble du monde arabo-musulman et qui est aussi très minoritaire en Afghanistan, et qui, de ce fait, a été historiquement persécuté, pas seulement d'ailleurs par les talibans, on mentionne souvent les talibans à ce propos, mais c'est une constante historique, le fait que les populations chiites, même s'ils sont soutenus historiquement par l'Iran, sont aussi, si un front commun, on va dire, entre les différentes ethnies contre une autre, c'est souvent au détriment des populations chiites. Ceci dit, les Hazaras ne sont pas les seuls chiites, puisqu'il y a aussi les Kizilbash, que vous voyez ici également. Donc, les Kizilbash sont, pour le dire rapidement, même si c'est plus complexe, ce sont des Tadjiks chiites, donc ils parlent le persan, mais sont chiites. Mais les Hazaras et les Tadjiks ensemble constituent une petite minorité de la population afghane. Enfin, il y a des populations plus épares, notamment dans les montagnes, donc les Nouristani, les Braouis. Il y a également une toute petite minorité, un tout petit groupe de hindous et de sikhs qui vivent essentiellement à Kaboul et qui sont là, notamment du fait, historiquement, qui ont été amenés par l'Empire des Indes, donc l'Empire britannique dans les Indes, mais bien sûr, cela pose des questions particulières, notamment en période de régime taliban très rigoriste, dans lesquels, bien sûr, ces groupes qui ne sont pas musulmans, mais donc ni chiites ni sunnites, puisqu'ils ne sont pas musulmans, ce qui pose bien sûr des problèmes particuliers. Donc, je reviens. Donc, ça, c'était pour ce qui est de la géographie et de la population. Donc, historiquement, l'Afghanistan moderne, même si on peut toujours chercher des antécédents, mais l'Afghanistan moderne est véritablement créé en 1747 par un monarque Pashtun qui va établir cette tradition de la monarchie Pashtun en Afghanistan. C'est un pays qui, depuis le début, est surtout soutenu par l'étranger, pour la simple raison que très rapidement, il va y avoir une compétition, une concurrence entre la Russie tsariste et les Britanniques basés en Inde pour l'hégémonie sur le territoire afghan. Et les monarques, la monarchie afghane, va très bien savoir jouer l'un contre l'autre, en quelque sorte. C'est-à-dire que les Britanniques vont soutenir le monarque afghan lorsqu'il se détourne du tsar et de l'influence russe, et la Russie va soutenir le monarque lorsqu'il se détourne, lorsque ce roi se détourne de l'influence britannique. Donc, une forme de clientélisation concurrentielle par ces deux empires de la monarchie afghane qui profitent bien sûr au monarque, puisque le fait de pouvoir jouer l'un contre l'autre est aussi un moyen d'obtenir des armes, d'obtenir de l'argent. C'est aussi par ce biais que la monarchie afghane se développe, que le roi afghan s'implante dans la population, qu'il établit aussi un monopole sur les armes, puisque c'est essentiellement par les armes qu'il s'impose et qu'il parvient à maintenir l'État afghan avec plus ou moins de succès jusqu'à aujourd'hui. Formellement, on considère que l'Afghanistan est indépendant à partir de 1919. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'Afghanistan n'a jamais été formellement colonisé. Et en tout cas, il n'y a pas eu de colonisation de peuplement, ni même de colonisation politique pleine entière. Il y a plutôt une forme d'influence très forte sur la politique étrangère afghane,
jusqu'en 1919, influence à la fois par la Russie et par les Britanniques, comme je vous le disais. Mais au terme d'une troisième guerre anglo-afghane, que d'ailleurs les Anglais perdent à chaque fois, avec la troisième défaite en 1919, l'Afghanistan devient pleinement indépendant, c'est-à-dire que le pays recouvre sa souveraineté, y compris sur les politiques étrangères et sur ses politiques d'alliance. Ce qui va bien sûr renforcer le patronage compétitif entre Russes et Britanniques et très rapidement entre Soviétiques et Américains. Puisque l'État central afghan va continuer à faire jouer les influences extérieures les unes contre les autres. Une des conséquences de cette extraversion, enfin en tout cas de cette tendance de l'État afghan à tirer ses ressources financières, militaires, mais aussi politiques de l'extérieur, de ses soutiens extérieurs, une des conséquences, c'est que très rapidement, il émerge une élite qu'on va dire modernisatrice, c'est-à-dire qu'elle est très favorable à la modernisation économique, politique, culturelle, et qui donc se coupe très fortement de l'arrière-pays, donc du reste du pays, ce qui veut dire qu'il y a une petite minorité de Pashtuns, ceux qui sont liés traditionnellement à la famille royale, qui vont, au début du XXe siècle, promouvoir des valeurs plus libérales, moins conservatrices, aussi en termes d'égalisation des conditions entre hommes et femmes, qui progressivement va les couper du reste de la population, notamment en 1921. Il y a une révolte contre le roi de l'époque parce que celui-ci a décidé, et c'est vous dire le degré de progressisme en quelque sorte, en tout cas de la famille royale à l'époque, a décidé que les femmes à Kaboul ne devaient plus porter le voile du tout. La population va se révolter contre cette décision, le roi va être renversé. Mais ce que ça montre, c'est que la monarchie est non seulement soutenue financièrement et militairement de l'extérieur, mais du fait qu'elle va à des universités à l'étranger, au Royaume-Uni d'abord, mais également en France, parfois aux États-Unis ou même en Union soviétique. Très rapidement, elle se détache en quelque sorte du reste de la population afghane qui reste essentiellement rurale, conservatrice, ce qui explique d'ailleurs en quelque sorte aussi l'avènement plus tard, on verra, du mouvement taliban, qui même si bien sûr il est ancré dans un islamisme rigoriste, un fondamentalisme basé sur une lecture littérale du Coran, mais en même temps c'est un mouvement, en exagérant un peu, on pourrait dire que les talibans sont un mouvement rural conservateur comme les autres, entre guillemets, c'est-à-dire que beaucoup de forces politiques en Afghanistan, dès lors qu'ils sont d'extraction rurale, qui viennent de zones bien loin des villes, et surtout s'ils viennent de régions qui sont fortement tribalisées, vont avoir le même type de conservatisme et de fondamentalisme, cela indépendamment même de leur affiliation à une branche de l'islam ou à un autre. C'est-à-dire que si on va voir des oulémas, donc les chefs religieux des Hazaras chiites, ils ne sont pas moins fondamentalistes que les talibans. Ils ne sont pas politiquement alignés avec les talibans puisqu'ils sont chiites et qu'il y a des animosités entre les deux, mais en tout cas en termes de conservatisme sur les questions de mœurs de manière générale, mais plus particulièrement sur les questions des relations entre hommes et femmes, ils n'ont pas forcément grand-chose à envier aux talibans. Donc c'est juste pour dire que l'idéologie des talibans est bien sûr très marquée, très spécifique, puisque c'est un fondamentalisme religieux, mais en même temps, dans le contexte afghan, ce n'est pas ce qui les distingue, en tout cas dans les zones rurales. Après, c'est sûr que les talibans, lorsqu'ils prennent le pouvoir dans les villes, et encore plus à Kaboul, c'est un choc culturel total, mais qui est un choc culturel qui remonte à ce clivage entre élites modernisatrices et
et populations d'extraction rurale et qui remontent donc au XVIIIe, XIXe siècle. Donc ça, je viens d'en parler. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ça, je passe peut-être rapidement juste pour dire que l'idée ici des dynamiques de fusion-fission, c'est pour dire que l'unité politique en Afghanistan se fait bien souvent dans l'adversité, c'est-à-dire que le roi afghan, le monarque afghan, depuis le XVIIIe siècle, ne contrôle jamais totalement son territoire à la manière d'un État moderne que nous le connaissons. Ce qu'il fait bien souvent, c'est qu'il contrôle par le truchement, par le biais de chefs locaux qui disposent de forces armées et qui vont servir le monarque lorsqu'il y a des ennemis à l'extérieur. Donc, par exemple, dans les guerres anglo-afghanes, il y en a 3, comme je disais, toutes les tribus, surtout Pashtuns, vont s'allier autour du monarque pour faire face à la menace britannique. Donc, de ce point de vue, il y a une fusion qui donne l'impression d'un État et d'une armée unitaire. Mais lorsqu'il n'y a plus de menace extérieure, et donc en période de paix internationale, on va dire, il y a des tensions qui bien souvent vont apparaître non seulement entre le pouvoir central et les tribus, historiquement en tout cas, mais aussi entre les tribus. Et donc ça, c'est ce qu'on décrit souvent par la fission, donc la division. Et ces mouvements permanents de fusion-fission au gré des rapports de force militaires sont quelque chose en fait qu'on peut observer encore aujourd'hui, même si bien sûr l'Afghanistan n'est plus bien sûr cet Afghanistan rural, enfin exclusivement rural et tribal qui existait au XVIIIe et XIXe siècle, mais ces dynamiques perdurent comme on le veut. Donc ça nous amène à la première partie. Donc, qui sont les talibans? Comment émergent-ils et comment se fait-il qu'ils parviennent à s'imposer en 1996 en prenant le pouvoir à Kaboul? Comment se fait-il qu'ils maintiennent ce pouvoir jusqu'en 2001, moment où, comme chacun le sait, ils sont renversés par l'invasion essentiellement occidentale, enfin, par une coalition menée par les États-Unis. Et comme vous le savez, ils sont revenus au pouvoir au mois d'août de cette année, après progressivement avoir grignoté une grande partie du territoire afghan entre-temps, puisqu'il y a une progression plus ou moins constante des talibans dans le pays à partir de 2005 à peu près, donc à partir de 4 ans après leur renversement par la coalition occidentale. C'est d'autant plus étonnant, cette évolution, qu'en fait, les talibans émergent, enfin sont créés, on commence à parler des talibans, en 1994. Déjà en 96, comme je disais, ils prennent la ville de Kaboul et très rapidement, toutes les villes afghanes tombent. Donc à partir de 96-97, en réalité, même s'il n'y a pas de reconnaissance de gouvernement afghan comme gouvernement légitime de l'Afghanistan, ce n'est pas le cas aujourd'hui non plus d'ailleurs, mais en réalité, ce sont les talibans qui contrôlent le territoire à partir de cette date. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les talibans sont issus de la résistance anti-soviétique qui émerge donc après l'invasion de l'Afghanistan, ou en tout cas l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979 sur invitation du gouvernement afghan de l'époque, qui est un gouvernement très minoritaire, donc dominé par le Parti communiste afghan, le Parti populaire d'Afghanistan, qui, dans la pure tradition, même si c'est paradoxal puisqu'il s'agit d'un parti communiste, mais dans la pure tradition royaliste et monarchique afghane, est très fortement coupé de la population, c'est-à-dire qui promeut des valeurs, en l'occurrence laïques et communistes, qui sont totalement en décalage avec le reste de la population, ce qui explique qu'une grande partie de la population va se soulever
à la fois contre ce parti communiste, mais encore plus contre la puissance soviétique que ce parti a invité en Afghanistan pour écraser la rébellion. Comme vous le savez certainement, les États-Unis, par le biais de l'Arabie saoudite et du Pakistan, vont soutenir ces moudjahidines, comme on les appelle, donc ces combattants religieux qui se soulèvent contre l'Union soviétique, enfin contre la présence soviétique et contre le gouvernement afghan, et qui viennent de différentes régions du pays, ces moudjahidines, et qui ne sont jamais unifiés. Il y a 4 grands partis de moudjahidines au Pakistan qui financent les différents groupes armés éparpillés dans le pays et qui luttent donc contre l'Union soviétique et le Parti communiste afghan, qui est donc le gouvernement afghan. Et en fait, l'Union soviétique se retire en 1989. Tout le monde dans la communauté internationale pense que le gouvernement afghan, donc pro-communiste, va immédiatement s'effondrer, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce gouvernement reste en place jusqu'en 92-93. À ce moment-là, il s'effondre cependant sous les coups de boutoir de la résistance donc des moudjahidines. Et c'est là qu'on voit véritablement cette dynamique de fusion-fission dont je parlais, c'est-à-dire que quand la menace soviétique disparaît, l'unité qui jusque-là existait entre les moudjahidines dans leur lutte contre le gouvernement afghan va totalement s'effondrer. Et donc, il y a une guerre civile qui commence, qui n'est plus une guerre civile entre, on va dire, pro-soviétiques et anti-soviétiques, mais qui est une guerre civile entre les différentes composantes des moudjahidines, et notamment entre le groupe d'Ahmed Shah Massoud, qui est donc la Shura et Nezar, et d'autres groupes qui sont basés dans le sud et à l'est, dont vont émerger les talibans donc, en 1994. Les talibans, donc, comme vous le savez certainement, ça veut dire les étudiants. La racine est arabe, taleb, qui veut dire étudiant, mais la forme taliban est proprement persane, en fait, ou pashtun, enfin, mais c'est une langue indo-iranienne également. Ils s'appellent donc les étudiants parce que la plupart viennent de camps de réfugiés basés au Pakistan. Ce sont donc des Pashtuns afghans qui se sont enfuis face au bombardement massif de la part des Soviétiques en Afghanistan, un peu de la même façon qu'en Syrie. Aujourd'hui, l'Union soviétique va bombarder massivement les campagnes afghanes, notamment pour les dépeupler, avec l'idée que les campagnes afghanes sont le lieu où s'implantent les moudjahidines, et donc ils vont vouloir vider ces campagnes par les bombardements. Les populations, du coup, se déplacent, s'installent dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière avec le Pakistan, donc dans des camps de réfugiés au Pakistan, où souvent les enfants de ces camps vont être recrutés par des madrasas, donc des écoles religieuses qui sont d'obédience déobandi, qui est une doctrine fondamentaliste d'origine indienne. Souvent, on dit que les talibans sont wahhabites et donc sont dans une tradition, on va dire, plutôt saoudienne, mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus influencés par les traditions fondamentalistes indiennes et pakistanaises, puisqu'ils sont formés dans ces madrasas. Si je vous raconte ça, c'est que le fait que ce soit des gens qui aient fui les campagnes, qui étaient plutôt dans un mode de vie tribal et rural, mais qui tout d'un coup se retrouvent dans des grands camps de réfugiés, a une grande importance parce que c'est ce qui va leur permettre de s'organiser à l'échelle nationale afghane par la suite.
Parce qu'en fait, pendant très longtemps, les Moudjahidines sont divisés entre eux, et notamment du fait qu'ils continuent à s'organiser, y compris dans leur résistance contre les soviétiques, sur une base essentiellement localiste, donc selon l'appartenance à un village ou à un autre, sur une base tribale, mais ce qui revient au même, ça reste, on va dire, essentiellement local. Et bien sûr, lorsque l'on s'organise sur une base tribale, c'est très difficile de créer des alliances au niveau, on va dire, de tout le territoire afghan. C'est d'ailleurs ce qui explique le début de la guerre civile inter-Moudjahidine, donc après la chute du gouvernement communiste en Afghanistan, puisque plutôt que d'avoir un front commun, ces Moudjahidines sont organisés selon leur provenance dans les provinces, mais aussi selon leur appartenance tribale. Les talibans, eux, vont émerger des camps de réfugiés. Ils ont perdu, du coup, leur appartenance localiste en Afghanistan. Ils ne se reconnaissent plus comme étant de tel ou tel village en Afghanistan, mais plutôt comme étant des Afghans dans des camps de réfugiés au Pakistan. Et de ce fait, ils ont beaucoup plus de facilité à s'organiser ensuite, lorsqu'ils reviennent en Afghanistan, sur une base nationale plutôt que locale ou tribale. Donc, en fait, c'est pour la grande majorité des Pashtuns, mais qui sont des Pashtuns détribalisés, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur appartenance tribale ou même simplement ethnique, mais veulent à la fois du point de vue doctrinal se revendiquer de l'islam de manière générale, mais aussi veulent s'organiser à l'échelle du territoire afghan dans son ensemble, plutôt que d'être divisés comme l'étaient les Moudjahidines avant. Et c'est aussi ça qui va expliquer que très rapidement, ils vont réussir à s'imposer, parce que les chefs Moudjahidines, qu'on appelle encore aujourd'hui les seigneurs de guerre, qui dominent l'Afghanistan à l'époque, donc entre 92 et 94, ne s'organisent pas en fait sur une base nationale. Ils contrôlent des districts, des provinces. Ils sont en guerre les uns contre les autres. Ils martyrisent bien souvent la population. Et lorsque ces étudiants de la religion venus des camps de réfugiés pakistanais arrivent et s'organisent sur une base, on va dire, à l'échelle afghane dans son ensemble, puisqu'ils ont tissé des réseaux dans les camps des réfugiés qui transcendent les oppositions entre tribus, entre villages, entre provinces, et qu'en plus, ils promettent de mettre fin à la guerre civile, de restaurer la sécurité, de mettre fin aux exactions que commettent les seigneurs de la guerre à l'époque. Bien sûr, cela crée un très fort soutien, en tout cas dans un premier temps de la part, non pas de tous les Afghans bien sûr, mais d'une partie significative de la population afghane, surtout dans le sud et dans l'est. Et c'est ça qui va expliquer cette avancée fulgurante d'une force politique qui pourtant n'existait pas avant 94. Ce qu'on peut mentionner aussi, c'est bien sûr qu'il y a un soutien pakistanais aux talibans, mais qui n'est pas véritablement le facteur déterminant dans ce succès, pour la simple raison que le soutien pakistanais existait bien avant les talibans, qui est un soutien aux Moudjahidines divers et variés, qui combattaient l'Union soviétique et qui, très rapidement, vont commencer une guerre civile une fois que l'Union soviétique se retire. Donc, en 94, les talibans sont créés dans le sud afghan, dans la région de Kandahar, par le Mullah Omar. Très rapidement, on va s'étendre sur le reste de l'Afghanistan, prend le pouvoir à Kaboul en 96, déjà à Mazar-e-Sharif en 98, et à ce moment-là, en réalité, contrôle tout le pays, à l'exception du nord-est, qui est donc dans la vallée du Panjshir, où il y a Ahmed Shah Massoud, qui combat avec ce qui reste du coup de l'ancien gouvernement afghan de Rabbani, mais qui contrôle donc pour l'essentiel la vallée du Panjshir et l'extrême nord-est, mais la majorité écrasante du territoire est alors sous contrôle ferme de la part des talibans. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on dit souvent que c'est un mouvement qui est, enfin voilà, on dit parfois salafiste, d'influence saoudienne,
donc le purisme qu'on attribue souvent au wahhabisme saoudien, aurait influencé les talibans, mais en réalité, c'est un mouvement qui est beaucoup plus diversifié idéologiquement. Effectivement, il y a des commandants talibans qui sont plutôt sous influence saoudienne, wahhabite ou salafiste. Il y en a qui sont beaucoup plus dans la tradition, on va dire, dominante des talibans, qui est celle déobandi, comme je disais, qui est une autre tradition fondamentaliste religieuse, qui vient plutôt de l'Est, enfin, qui vient donc plutôt du Pakistan et de l'Inde, plutôt que du Moyen-Orient. Et ça explique qu'il y a des différences en réalité entre les talibans et, on va dire, Al-Qaïda et encore plus l'État islamique, y compris sur le plan doctrinal. Par exemple, les talibans ne rejettent pas le culte des anciens, c'est-à-dire il y a des mausolées en Afghanistan où on peut vénérer d'anciens pires, c'est-à-dire des chefs religieux passés, ce qui est strictement interdit, par exemple, en Arabie Saoudite, et ce qui est totalement condamné par Al-Qaïda et encore plus par l'État islamique. Donc, c'est juste pour dire que il y a des différences, on va dire, entre la tradition djihadiste, salafiste la plus dure et les talibans, et qui est aussi une différence de stratégie, on va dire, politique, puisque les talibans, leur objectif a toujours été de contrôler l'Afghanistan, mais pas d'étendre la lutte au reste du monde, comme le veut Al-Qaïda et encore plus l'État islamique. Ce qui explique aussi, dans une certaine mesure, pourquoi les États-Unis ont finalement décidé de commencer à négocier avec les talibans formellement à partir de 2018 jusqu'aux accords de Doha de février 2020 qui progressivement va permettre le retrait américain et le retour donc des talibans au pouvoir. Puisque l'idée côté américain, c'est que après avoir combattu les talibans depuis 2001, et du fait de leur échec à effectivement marginaliser les talibans du paysage politique afghan, ils ont préféré créer des alliances avec ces talibans plutôt que de lutter, enfin, comment dire, plutôt que de... l'idée, c'est qu'ils ont voulu faire en sorte qu'ils puissent marginaliser, enfin mettre l'accent, leur priorité de marginaliser l'État islamique surtout, mais également Al-Qaïda en Afghanistan, plutôt que de créer des alliances de facto entre les talibans et ces groupes qui, eux, pour le coup, ont un agenda, un agenda politique qui va bien au-delà du seul territoire afghan. Contrairement à ce qu'on dit, mais je crois que je l'ai déjà, en tout cas entre les lignes, j'y ai déjà fait référence. Contrairement à ce qu'on dit, les talibans ne sont pas un mouvement tribal, justement puisqu'ils émergent des camps de réfugiés et non pas de la campagne ou des montagnes afghanes. C'est important d'un point de vue organisationnel puisque c'est ce qui va leur permettre de s'imposer et de s'organiser à l'échelle du territoire afghan et pas seulement à l'échelle tribale ou locale. Ce n'est pas un mouvement qui est nationaliste pachtoun, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce qui ne veut pas dire que l'appartenance pachtoun ne joue pas un rôle central pour les talibans. La grande majorité des talibans sont pachtoun, ne serait-ce que parce qu'ils sont nés des camps de réfugiés au Pakistan où les Pashtuns, c'est-à-dire les populations qui vivent dans le sud et le long de la frontière afghano-pakistanaise, ils sont dominants dans ces régions. Donc, vu qu'ils émergent des madrasas au Pakistan, la grande majorité est Pashtun. Mais l'appartenance Pashtun n'est pas discriminante, c'est-à-dire qu'il y a au sein des talibans des Tadjiks, des Ouzbeks, des Turkmènes, donc des gens de différentes ethnies, mais de fait, les Pashtuns sont dominants. Aujourd'hui, il y a même une tentative de la part des talibans d'intégrer
des chiites Hazara, en dépit de l'animosité historique qu'il y a entre les talibans et les Hazara. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a des tentatives d'ouverture de la part des talibans qui ne tiennent pas, enfin qui tiennent bien sûr en partie de la pression de la communauté internationale qui, en tout cas, depuis leur prise de pouvoir en août 2021, consiste à dire aux talibans qu'ils doivent être beaucoup plus inclusifs sur le plan politique, ethnique et sur le plan du genre, donc aussi intégrer des femmes, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ça tient aussi au fait que sur le plan purement doctrinal, si on veut, les talibans sont néo-fondamentalistes et en tant que tels, ils ne reconnaissent pas les appartenances ethniques ou nationales. Donc le fait qu'ils soient pashtuns en majorité, c'est un fait, mais ce n'est pas quelque chose qui, au niveau de leur doctrine officielle, peut être, on va dire, mis en avant pour la simple raison que les Pashtuns ne sont pas mentionnés dans le Coran et ne font pas partie, l'ethnicité ou la nationalité ne font pas partie des catégories politiquement légitimes pour les talibans. Le dernier point, mais ça aussi je l'ai mentionné, c'est qu'ils ne sont pas ces talibans djihadistes internationalistes. Ils sont djihadistes au sens où ils combattent au nom de la religion, mais en ce sens, les moudjahidines sont par définition des djihadistes. D'ailleurs, en Afghanistan, souvent on les appelle des djihadis. Dans le contexte afghan, djihadi ne veut pas dire membre d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, mais veut simplement dire moudjahidines, enfin ce que nous appelons moudjahidines, c'est-à-dire ceux qui ont combattu la présence soviétique. Mais c'était simplement ici pour dire donc, que les talibans n'ont pas un agenda internationaliste comme l'État islamique ou comme Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'ils auraient un agenda politique qui irait au-delà de l'Afghanistan, qui concernerait donc tous les pays et qui viserait à renverser l'hégémonie américaine, par exemple. C'est peut-être le cas de l'État islamique, mais ce n'est pas le cas des talibans. Je vais passer sur ce point. Donc, oui, donc les talibans prennent le pouvoir en 96. Bien évidemment, comme je disais, ils ne contrôlent pas l'entièreté du territoire afghan, puisqu'il y a une petite poche au nord-est du pays, notamment la vallée du Panjshir, qui ne contrôle pas pendant cette époque, pendant ce premier régime taliban. Et c'est ce qui explique en partie la raison pour laquelle les talibans, pendant cette période, maintiennent une très forte alliance, notamment avec des combattants volontaires étrangers qui vont donc devenir Al-Qaïda et qui sont emmenés notamment par Osama Ben Laden. Parce qu'en réalité, c'est ces volontaires étrangers qui apportent une très forte expertise militaire et qui combattent sur les lignes de front dans la vallée du Panjshir, donc contre les forces d'Ahmed Shah Massoud. Mais c'est aussi ce qui donne cette autonomie stratégique à Al-Qaïda qui va permettre à ce groupe de commettre les attentats du 11 septembre 2001, qui conduit donc, comme vous le savez, à l'intervention américaine, ou en tout cas sous commandement américain, qui va renverser les talibans en l'espace d'une semaine, au mois de novembre 2001. Et c'est donc à ce moment-là que commence la guerre qu'on va appeler donc la Longue Guerre. Donc la guerre de 2001-2021, c'est donc une guerre de 20 ans qui va opposer différents acteurs, mais pour le dire simplement, c'est une coalition sous commandement américain, essentiellement d'ailleurs composée de pays anglo-saxons dans un premier temps, qui va renverser les talibans avec l'aide des forces dans la vallée du Panjshir, qui sont donc l'Alliance du Nord, amenée notamment par Ahmed Shah Massoud, le lion du Panjshir, mais qui, pour les besoins de cette opération, donc en novembre 2001, ont créé une
une alliance unie, c'est-à-dire il ne parle plus d'alliance du Nord, puisque c'est trop connoté tadjik de la vallée du Panchir, et donc ils disent on est une alliance unie, composée notamment d'opposants, y compris Pashtun, aux talibans, et c'est donc une alliance qui est beaucoup plus large que simplement les forces du Lion du Panchir, mais qui donc en coalition avec cette coalition anglo-saxonne va renverser très rapidement les talibans. Très rapidement, il y a des très fortes ambiguïtés dans cette opération militaire et politique. Donc, dans un premier temps, du point de vue de la base légale de cette opération, celle qui est donnée, c'est essentiellement le droit de légitime défense de la part des États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre. C'est notamment reconnu par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, dont se revendiquent les États-Unis pour lancer les hostilités. L'ambiguïté réside dans le fait que ces résolutions ne mentionnent pas explicitement l'Afghanistan. Ce qu'elles disent, c'est que les États-Unis ont le droit à la légitime défense et donc de répondre à ces attentats où que ce soit. Mais ce n'est donc pas une autorisation explicite, on va dire, à renverser les talibans, même si dans les faits, c'est ce qui va se passer à partir du moment où les talibans refusent de livrer, ou en tout cas font obstruction à l'idée même de livrer le suspect numéro 1 des attentats du 11 septembre, à savoir Ben Laden, bien sûr. L'autre ambiguïté, c'est que c'est présenté, enfin, le présente à juste titre, comme étant une intervention militaire, ce qui suppose quelque part une violation de la souveraineté de l'Afghanistan, mais en réalité, c'est plus compliqué puisque à ce moment-là, donc en 2001, il n'y a que 2 pays qui reconnaissent les talibans comme étant le gouvernement légitime de l'Afghanistan, à savoir le Pakistan et l'Arabie saoudite. Les talibans n'ont en réalité de relations internationales qu'avec 3 pays, c'est-à-dire les 2 que je viens de mentionner et les Émirats arabes unis. Ce qui fait que lorsque les Américains interviennent, ils le font techniquement en soutien du gouvernement afghan qu'eux, ils reconnaissent, qui est donc le gouvernement constitutif de ce qu'est l'Alliance du Nord. Je mentionnais le président Rabbani, je crois, en début de présentation, et en fait, c'est son gouvernement à lui, qui en 2001 est par la communauté internationale dans son ensemble, à part les pays que je vous ai mentionnés, donc le Pakistan, l'Arabie saoudite et Émirats arabes unis, est considéré comme le gouvernement légitime. Et donc, en réalité, en tout cas dans la manière dont le présente George Bush et les États-Unis à l'époque, l'intervention en Afghanistan est une intervention en soutien au gouvernement afghan, qui à ce moment-là ne contrôle donc que la vallée du Panchir, contre les talibans, qu'il qualifie donc de régime taliban. Et si on parle de régime, c'est aussi une façon de dire que ce n'est pas le gouvernement, c'est le régime qui contrôle à ce moment-là le territoire. L'ambiguïté réside aussi dans le fait que tout le monde reconnaît en 2001, en novembre 2001, que ce ne sont pas les talibans eux-mêmes qui ont commis les attentats du 11 septembre 2001. Et donc, même si les États-Unis se prévalent de l'argument de la légitime défense, cet argument vaut essentiellement pour les membres d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden et toutes les personnes impliquées activement dans les attentats du 11 septembre. Cela vaut de manière beaucoup plus indirecte pour les talibans, qui bien sûr sont ciblés dès le premier jour. Et l'objectif est bien de renverser le régime taliban, mais en même temps avec cette ambiguïté qui est que les talibans sont avant tout considérés comme coupables de ne pas avoir livré Osama Ben Laden. Ce n'est que par extension qu'ils sont considérés également comme des terroristes.
Et cette ambiguïté, en fait, va perdurer pendant toute la guerre, donc pendant les 20 années de guerre en Afghanistan, puisqu'il y a toujours cette idée que c'est une guerre contre le terrorisme, mais qui est d'abord une guerre contre Al-Qaïda, les talibans n'étant considérés comme terroristes que de manière, au gré des rapports de force, en fait. C'est-à-dire que lorsque les talibans sont écrasés très rapidement en 2001, et cela au moins jusqu'en 2004-2005, clairement, la guerre contre le terrorisme en Afghanistan concerne au point également les talibans. C'est une guerre contre les talibans et contre Al-Qaïda. Progressivement, lorsque les talibans réémergent, notamment du fait des exactions commises par les forces afghanes dans les provinces du Sud et de l'Est, eh bien, progressivement, émerge l'idée que peut-être qu'il faut distinguer les forces terroristes d'Al-Qaïda et des volontaires internationaux des talibans eux-mêmes, qui finalement n'ont un objectif politique qu'à l'échelle du territoire afghan, qui ne sont pas directement responsables du 11 septembre, et avec lesquels on peut donc éventuellement trouver des points d'accord, et cela d'autant plus qu'il y a un renforcement militaire continu des talibans pendant toute cette période, depuis 2005 jusqu'en 2021. L'ambiguïté dès le début, et j'en finis là pour ce qui est de ces ambiguïtés, concerne également la question de savoir si c'est véritablement une invasion terrestre de l'Afghanistan ou si c'est une guerre par procuration. Et ce n'est pas simplement, on va dire, une question de terminologie. Lorsqu'on dit une invasion terrestre, ça veut dire concrètement qu'une armée étrangère occupe un territoire, éventuellement établit un gouvernement d'occupation ou en tout cas une administration internationale sur ce territoire. Et en réalité, ce n'est pas ce qui se passe, puisque dès le début, les Américains parlent de leur intervention ou invasion en termes de light footprint. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, light footprint? C'est une empreinte légère. Et l'idée, c'est qu'ils ne veulent pas déployer des troupes au sol pendant très, très longtemps, enfin, un grand nombre de troupes pendant longtemps. Alors, en partie, c'est parce qu'ils prévoient déjà en 2001 leur prochain coup, qui est l'invasion de l'Irak, et dont ils savent très bien qu'il faudra déployer bien plus d'hommes en Irak. Il y a aussi tout simplement le fait que le gouvernement l'administration Bush en 2001 est contrainte de réagir en quelque sorte après les attentats du 11 septembre. Mais en fait, une présence prolongée en Afghanistan n'est pas quelque chose qui les intéresse. Il n'y a pas de coalition au sein de l'administration américaine qui est favorable en fait à une présence prolongée d'un grand nombre de troupes américaines en Afghanistan. Et donc l'idée, c'est avec l'aide de l'Alliance unie, mais qui est en réalité d'abord l'Alliance du Nord, d'Ahmed Shah Massoud, mais qui a été tué quelques semaines avant le 11 septembre. L'idée, c'est plutôt d'amener ce groupe au pouvoir plutôt que d'occuper durablement l'Afghanistan. En réalité, le pays, très rapidement, après le 11 septembre, après le novembre 2001, donc après l'invasion, il s'avère que le gouvernement qui est mis en place par la communauté internationale, qui est donc le gouvernement intérimaire de Karzai, d'Ahmed Karzai, il ne contrôle en réalité que la ville de Kaboul, ou on va dire la province de Kaboul si on veut, et pas le reste du pays, ce qui progressivement va tout de même contraindre la communauté internationale et surtout les Américains à déployer davantage de troupes pour essayer de reconquérir les campagnes, mais sans véritablement réussir, même si en 2011, lorsqu'il y a autour de 130 000 forces étrangères, donc de l'OTAN,
en Afghanistan, il y a les lignes de front s'éloignent un petit peu de Kaboul, mais pour le reste de la période, le gouvernement afghan contrôle avant tout les grandes villes, très peu les campagnes et également très peu toutes les régions dans le sud et l'est du pays qui progressivement sont donc investis par les talibans. La deuxième question ici, c'est qui est la communauté internationale, puisqu'on dit que c'est une intervention de la communauté internationale en Afghanistan, mais qui est cette communauté internationale? En réalité, c'est compliqué, puisque d'un côté, il y a donc cette coalition qui est donc appelée Operation Enduring Freedom, Opération Liberté Immuable, qui renverse les talibans, qui très rapidement devient une simple force contre-terroriste qui cherche à éliminer, une fois mis en place le gouvernement Karzai, le gouvernement intérimaire de Karzai, donc à la fin 2001, qui se concentre donc sur le fait de pourchasser ce qui reste des talibans et d'Al-Qaïda, essentiellement dans la campagne afghane, à l'est et au sud, et qui laisse une autre force, la force internationale d'assistance à la sécurité, d'assistance et de sécurité, la FIAS ou ISAF, qui laisse ISAF contrôler Kaboul et donc protéger le gouvernement afghan. En 2003, donc au même moment que commence la guerre en Irak, ISAF devient une force de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas avant 2003. Donc à partir de 2003, plutôt que d'avoir ISAF, qui est une coalition ad hoc et qui fait donc partie d'aucune organisation internationale, qui est simplement un groupe de pays volontaires qui font partie, qui créent donc cette coalition, plutôt que d'avoir d'un côté Operation Enduring Freedom qui fait du contre-terrorisme et ISAF qui fait de la stabilisation dans la ville de Kaboul. À partir de 2003, on a l'OTAN, ISAF-OTAN, puisque le terme ISAF est maintenu, qui contrôle Kaboul. Operation Enduring Freedom contrôle le reste du pays, mais ne le contrôle pas véritablement, puisqu'il s'agit avant tout de pourchasser ce qui reste encore à l'époque des talibans. Mais au fur et à mesure que les Américains se rendent compte du fait qu'ils ne parviennent pas à contrôler le reste du pays en dehors de Kaboul, l'OTAN va s'étendre et va étendre ses forces au-delà de Kaboul. D'abord en partant dans le nord, à Mazar-e-Sharif en 2004, ensuite à Herat à l'ouest en 2005, dans le sud afghan, essentiellement Kandahar et Helmand en 2006, et ensuite tout le territoire afghan à partir de 2008-2009. Ce qui veut dire qu'à partir de 2008-2009, on a deux coalitions en Irak, l'OTAN, NATO-ISAF, OTAN donc, d'une part, qui contrôle en principe tout le territoire, mais qui fait de la stabilisation ou contre-insurrection selon les pays qui vont s'exprimer sur la nature de leur mission. Et puis une autre coalition qui reste Operation Enduring Freedom, qui reste donc une force contre-terroriste dont la fonction n'est pas de contrôler le territoire en tant que tel, puisqu'ils considèrent que ça, c'est au gouvernement afghan de le faire, même s'il n'y parvient pas, et qui se contente donc de pourchasser le terrorisme. Mais pour n'importe qui pour n'importe quel militaire, avoir deux coalitions, dont certains pays sont dans les deux, qui font la guerre sur un même territoire, avec des objectifs qui se disent complémentaires, qui sont différents, ce n'est pas une utilisation, on va dire, optimale des ressources militaires, et surtout d'un point de vue politique, c'est difficile à justifier aux yeux des populations locales, puisque ça veut dire que lorsqu'il y a des exactions, lorsqu'il y a des bavures, lorsque des civils sont tués notamment, déjà établir les responsabilités n'est pas facile, mais c'est d'autant moins le cas qu'il y a deux coalitions qui elles-mêmes sont composées de plus d'une dizaine de pays et qui ont des mandats différents. Et bien sûr, cela participe aussi de l'échec progressif de cette opération. Monsieur Olson, je me permets de couper pour dire à peu près il reste 20 minutes, une vingtaine de minutes pour terminer. Oui.
Merci beaucoup. Bonne continuation. Donc voilà, comme je disais, en termes d'objectifs poursuivis par la communauté internationale, entre guillemets, ils sont multiples. Certains parlent de contre-terrorisme, avec l'idée que l'objectif est d'éliminer Al-Qaïda et surtout son chef Ben Laden, ce qu'il fait donc en 2011. D'autres parlent de contre-insurrection, avec l'idée que ce n'est pas simplement lutter contre Al-Qaïda, mais aussi soutenir le gouvernement afghan dans sa volonté de s'imposer sur l'entièreté du territoire afghan. D'autres disent que non, c'est plutôt de la stabilisation, donc notamment les pays comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, qui sont essentiellement, en tout cas entre 2010 et 2015, sont dans le nord de l'Afghanistan. Ils parlent beaucoup plus de stabilisation, voire pour certains pays même de maintien de la paix, ce qui n'est pas véritablement le cas, puisque d'une part, pour maintenir la paix, il faut qu'il y ait une paix qu'on puisse maintenir, ce qui à l'époque n'est pas le cas en Afghanistan. Mais surtout, on ne parle en principe que de maintien de la paix lorsqu'il s'agit de forces de l'ONU, c'est-à-dire de forces qui sont sous commandement onusien, ce qu'on appelle donc les casques bleus. Or, en Afghanistan, il n'y a pas de casque bleu. C'est l'OTAN ou Operation Enduring Freedom. Et dans la mesure où aucun de ces deux ne sont sous commandement onusien, c'est-à-dire commandés par le département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, à partir de ce moment-là, ce n'est pas du maintien de la paix. Enfin, les pays les plus ambitieux parlent de construction d'États, avec l'idée qu'il s'agit de construire un nouvel État afghan qui soit démocratique et inclusif. Mais c'est donc ce projet-là qui va échouer dans l'ensemble du pays, surtout en fait dans le sud et dans l'est, où les talibans progressivement reviennent à partir de 2005, mais comme vous le savez, donc, qui s'étendent progressivement également au nord, à Kunduz notamment, et qui progressivement vont prendre en étau le gouvernement afghan jusqu'à sa chute, donc en août 2021. Le dilemme pakistanais fait ici référence à un problème auquel les Américains se heurtent dès novembre 2001, et c'est que pour être présents en Afghanistan, ils ont besoin du soutien pakistanais, puisqu'une partie des bases logistiques américaines sont au Pakistan. Mais en même temps, l'armée américaine, pendant toute cette période, est très consciente du fait qu'une partie de l'armée pakistanaise et surtout les services de renseignement pakistanais sont favorables aux talibans et soutiennent les talibans. Et toute l'ambiguïté est là, en fait. C'est que les Américains mettent la pression sur le Pakistan, qui joue en réalité un double jeu, pour que le Pakistan continue à collaborer avec les États-Unis. C'est-à-dire que le matériel militaire américain transite surtout par les bases, notamment navales, au Pakistan et par le circuit logistique arrive en Afghanistan. Mais en même temps, les Américains tentent de faire cesser le soutien qu'apporte le Pakistan aux talibans, sachant qu'ils ne peuvent pas non plus outrepasser, aller au-delà d'un certain niveau, c'est-à-dire que s'ils bombardent directement le territoire pakistanais, par exemple, lorsqu'ils observent une présence des talibans au Pakistan, où ils préparent, par exemple, des attaques contre les Américains en Afghanistan, s'ils bombardent directement le Pakistan, ils vont se heurter à la volonté pakistanaise de ne plus soutenir les États-Unis. Donc, ils sont un peu dans un entre-deux. C'est véritablement un dilemme, mais qui rend aussi la lutte contre les talibans extrêmement difficile, puisque ça veut dire qu'en réalité, l'OTAN et Operation Enduring Freedom, pendant l'essentiel de la période, combat les talibans en Afghanistan de manière très féroce, mais ne parvient jamais à cibler la direction des talibans qui se trouvent dans la ville de Peshawar et dans la ville de Quetta, donc au Pakistan,
justement pour ne pas nuire à cette relation paradoxale dans laquelle ils ont tout de même besoin de la bonne volonté des autorités politiques pakistanaises. Et ça explique aussi que même si les Américains, à partir de 2011, vont avoir massivement recours aux drones aériens pour mener ce qu'ils appellent des opérations ciblées contre la direction des talibans, en réalité, c'est seulement contre, on va dire, le niveau intermédiaire entre la base des combattants et la direction politique des talibans qui se trouve au Pakistan et qui, à ce titre-là, est inatteignable politiquement pour les États-Unis. À partir de 2008-2009, il y a une augmentation conséquente du nombre de troupes américaines et internationales en Afghanistan. C'est ce qu'on a appelé le surge ou le sursaut, avec l'idée que si on envoie beaucoup plus de troupes qu'on l'avait fait avant, on va peut-être réussir à vider le territoire afghan de la présence talibane. Comme on le sait, ça va échouer. Une des raisons, c'est que les Américains et l'OTAN partent du principe que dans la mesure où les talibans viennent d'abord du sud afghan, ensuite de l'est afghan, mais historiquement, ils sont basés véritablement dans la ville de Kandahar et la province de Kandahar. Ils considèrent qu'il faut donc cibler avec ces nouvelles troupes d'abord ces provinces du sud, avec l'idée qu'une fois que ces provinces du sud sont entièrement contrôlées par la présence internationale, les talibans vont s'effondrer dans le reste du pays. Mais ce faisant, ils négligent ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire que les talibans, dès le début, s'organisent sur une base nationale, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des combats très intenses dans le nord et dans l'ouest du pays, donc notamment autour de la ville de Kunduz dans le nord et autour de la ville d'Herat à l'est, qu'ils n'y sont pas. Et donc, en envoyant ces nouvelles troupes en 2009, 2010, 2011, ces augmentations d'effectifs dans le sud, finalement, les talibans vont tout simplement se déplacer dans les autres provinces où ils étaient déjà présents, et donc temporiser en quelque sorte le temps que ces nouveaux effectifs s'épuisent dans des combats dans le sud, sans pour autant parvenir à affaiblir les talibans au niveau national. C'est d'ailleurs plutôt le contraire qui va se passer, c'est-à-dire que les talibans vont de plus en plus parvenir à s'installer dans l'ouest et dans le nord, ce qui explique aussi que les premières villes qui tombent à l'été et à l'automne 2021 aux mains des talibans sont dans le nord. Mazar-e-Sharif, par exemple, tombe avant Kandahar, ce qui peut paraître plutôt étonnant lorsque l'on pense que Kandahar est la base historique des talibans. Et donc, cette priorité donnée au sud, le fait de concentrer les forces au sud plutôt que dans l'ensemble du pays, avec l'idée que les talibans, justement, sont majoritairement pashtuns, donc a priori plutôt implantés dans le sud, eh bien, en réalité, cette idée va conduire à une opération qui échoue du fait, justement, qu'elle ne cible que le sud du pays. Donc, à partir de 2014, en réalité, un petit peu avant, mais officiellement, à partir de 2014, les forces dites combattantes de l'OTAN et des États-Unis se retirent de l'Afghanistan, ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a plus de troupes de l'OTAN en Afghanistan, mais à partir de ce moment-là, donc à partir de 2014, c'est en principe d'abord à l'armée afghane que revient la tâche de combattre les talibans, l'OTAN et les États-Unis n'intervenant qu'en soutien logistique, également soutien aérien, et lorsque nécessaire, peut également déployer des troupes au sol dans des opérations directes contre les talibans. Mais en tout cas, à partir de 2014, c'est véritablement l'armée afghane, les forces de sécurité afghanes qui se trouvent sur la ligne de front contre les talibans et qui vont progressivement voir leurs forces être érodées face aux talibans, puisqu'ils ne résistent pas aux assauts des talibans. Ils font face
aux offensives talibans à partir de 2014 que dans la mesure où ils bénéficient du soutien aérien des États-Unis dans un premier temps et dans une moindre mesure aussi des autres pays de l'OTAN. Mais du coup, ce qui progressivement va établir dans l'esprit de beaucoup de militaires afghans et aussi d'ailleurs dans l'esprit des talibans, qu'une fois qu'il y aura plus ce soutien aérien et plus cette possibilité pour l'OTAN de venir en soutien des forces de sécurité afghanes après un retrait définitif de toutes les troupes, eh bien, dans cette situation-là, la victoire des talibans semble inévitable, y compris pour les talibans, mais aussi donc pour les forces de sécurité afghanes. Il y a d'ailleurs une expression qu'à l'époque, on reprend souvent en parlant des talibans, et c'est celle selon laquelle alors je ne me rappelle plus mais en substance, c'est quelque chose comme l'OTAN. Nous avons l'OTAN, nous les talibans avons l'OTAN a des montres. L'idée étant qu'on peut tout simplement temporiser, attendre que l'OTAN, tôt ou tard, soit obligé de se retirer pour ensuite renverser le gouvernement afghan et imposer une défaite aux forces de sécurité afghanes. Ce qui est d'ailleurs ce qui se passe, comme vous le savez, à partir de cet été et jusqu'à la mi-août. Et d'ailleurs, cette stratégie a si bien réussi que les forces afghanes elles-mêmes, en réalité, n'ont pas combattu. C'est la première fois que Kaboul est prise depuis 1979 sans qu'il y ait eu de combat dans la ville même de Kaboul. Ce qui, quelque part, est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de destruction outre mesure dans la capitale afghane en août 2021, donc il y a 2-3 mois. Mais ce qui montre aussi à quel point l'inévitabilité de la défaite des forces de sécurité afghanes, cette idée avait été intégrée, y compris par ces forces elles-mêmes, au point qu'elles n'ont même pas tenté de combattre dans la capitale. Donc ici, sur cette carte, vous voyez les différentes zones de contrôle. Donc, cette carte date de 2011. Donc, moment où il y a le maximum de troupes internationales dans le pays. Donc, comme vous voyez, il y a 132 000 soldats de l'OTAN. À cela, il faut ajouter donc les contingents de Operation Enduring Freedom, qui à l'époque est une force contre-terroriste très réduite. Donc, pour l'essentiel, ce que vous voyez ici, c'est la présence internationale, donc la présence militaire internationale en Afghanistan, mais sans cette composante réduite, mais on va dire meurtrière, qui est celle de Operation Enduring Freedom, qui, pendant cette période, continue à cibler des dirigeants talibans et d'Al-Qaïda sur l'entièreté du territoire afghan. Ce que vous voyez dans le deuxième graphe ici, c'est donc le déclin progressif ou la réduction progressive du nombre de troupes américaines en Afghanistan entre donc 2011 et 2015. Et 2011 étant donc le moment où il y a le plus de troupes sur toute la période, donc de 2001 à 2021, et ça correspond donc à la fin de ce moment de sursaut dont je parlais. Et c'est véritablement cet échec du sursaut qui semble évident en 2011, qui va progressivement conduire les administrations américaines successives à retirer les troupes jusqu'en, donc ici dans le graphe jusqu'en 2015, mais en réalité jusqu'en 2021, sachant qu'en 2021, puisqu'il y avait eu l'accord au début de l'année 2020 entre l'administration Trump et les bureaux politiques des talibans à Doha, au Qatar, et selon lequel les Américains devaient donc se retirer de l'Afghanistan.
En vertu de cet accord, les Américains vont donc, Biden va décider d'honorer cette décision, même si ce n'est pas sa décision, puisque c'était celle de l'administration Trump, de signer cet accord de Doha au début 2020, mais qui va donc conduire au retrait total des troupes américaines pendant l'été 2021 et finalement à l'échec et au renversement du gouvernement d'Ashraf Ghani qui va s'enfuir. Donc, quelles sont les raisons de l'échec? Je pense que j'ai mentionné l'essentiel de ces raisons, mais pour y revenir rapidement, un aspect dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est celui de l'exclusion relative des Pashtuns. Bien sûr, Hamid Karzai et Ashraf Ghani, donc les présidents successifs en Afghanistan entre 2001 et 2022, sont tous les deux Pashtuns, mais en réalité, après le processus de Bonn, qui est donc le processus politique qui est mis en place à la fin de l'année 2001 pour mettre en place d'abord un gouvernement intérimaire afghan et ensuite les différents gouvernements élus, ce processus va systématiquement exclure ceux qui sont considérés comme potentiellement liés aux talibans, ce qui en réalité conduit à une exclusion relative, non pas des Pashtuns de manière générale, mais de certains Pashtuns, puisque les Pashtuns sont divisés entre différentes composantes. Et cette exclusion va, en tout cas, dans un premier temps, entre 2001 et 2005, nourrir un ressentiment contre la présence internationale et contre le gouvernement d'Hamid Karzai, qui explique, dans un premier temps, les succès des talibans et qui explique, pendant toute cette période aussi, pourquoi nombre de Pashtuns qui ne sont pas forcément idéologiquement alignés sur le mouvement taliban vont tout de même les soutenir et ainsi contribuer à leur retour puis à leur victoire. Donc ça, c'est un des facteurs de l'échec de la reconstruction d'État, ou en tout cas de l'échec de l'opération militaire occidentale, qui est donc le fait qu'une partie significative de la population s'est sentie de facto exclue des accords politiques mis en place à la fin 2001. Le deuxième facteur d'échec, c'est que les Américains et la communauté internationale très tôt se sont rendus compte du fait que les chefs tribaux, quelle que soit d'ailleurs leur ethnicité, en Afghanistan sont souvent très opposés aux talibans. Pour une raison évidente, c'est que les talibans ne reconnaissent officiellement pas les autorités tribales puisqu'ils ne considèrent que les choses du point de vue de l'autorité religieuse et politique. À partir de ce moment-là, les Américains surtout, donc l'armée américaine, a créé des alliances dans les provinces afghanes, surtout avec des chefs tribaux, pour tenter de contenir les talibans. Mais comme je disais déjà au début de cette présentation, le propre de l'autorité tribale en Afghanistan, c'est d'une part qu'elle perd de plus en plus son autorité, puisqu'elle correspond à un mode de vie rural et traditionnel qui, comme partout d'ailleurs, change. Et donc, les autorités tribales perdent de leur autorité auprès de la population, y compris en Afghanistan. Mais surtout, ces autorités tribales n'ont un impact qu'au niveau local. Des chefs tribaux ne sont pas capables de s'organiser à l'échelle du territoire afghan. Et surtout, les différents chefs tribaux, vu qu'ils sont liés à des localités, à des villages, sont les uns en compétition avec les autres. Donc, si par exemple l'armée américaine apporte son soutien à une tribu ou à une localité, on va dire près de la ville de Kunduz, en lui donnant des armes avec l'idée que comme ça elle va utiliser ces armes pour combattre les talibans, ce qui se passe très rapidement, c'est que cette localité ou cette tribu va utiliser ces armes pour s'imposer dans la région, ce qui font que tous les autres villages, toutes les autres tribus qui, du coup, sont les victimes des exactions de cette tribu qui vient d'être armée, vont logiquement se tourner vers les talibans simplement pour se défendre contre une tribu qui outrepasse, on va dire, sa zone d'influence historique. Et donc, en s'appuyant sur les tribus en Afghanistan, ce que d'ailleurs les talibans ont très peu fait, mais les Américains, en s'appuyant sur les tribus, bien souvent, ils poussent d'autres tribus
dans les mains des talibans. Et en tout cas, cela empêche de mettre en place une stratégie cohérente et politique à l'échelle nationale, puisque les tribus s'organisent essentiellement sur une base locale. Le troisième facteur d'échec, c'est le néopatrimonialisme, ou dit beaucoup plus simplement, la corruption. Donc, c'est quoi le patrimonialisme? C'est le terme qui, en tout cas en sciences politiques, décrit la propension des élites à s'accaparer les ressources publiques, c'est-à-dire à considérer que ce qui relève du public, légalement parlant, donc les budgets publics, sont en fait leur propriété privée, leur patrimoine, d'où patrimonialisme. Et c'est une tendance historique en Afghanistan, mais qui va être nourrie par la très forte présence internationale en Afghanistan. Entre 2001 et 2021, 80% du budget national afghan sont apportés par la communauté internationale, directement donc, au budget afghan, et c'est donc sans compter les dépenses, on va dire, et l'aide bilatérale apportée par chacun des pays. Mais ça veut dire qu'il y a une entrée d'argent énorme. L'Afghanistan est tenu quelque part à bout de bras par la communauté internationale. Ces quantités très importantes d'argent, d'ailleurs, souvent ne restent pas au Pakistan, c'est le problème. Les élites afghanes, donc du gouvernement afghan soutenu par l'OTAN, placent souvent cet argent dans des pays du Golfe. Ils investissent dans les Émirats, en Arabie Saoudite, au Qatar, et construisent ainsi des véritables empires financiers, mais avec très peu de retombées pour la population afghane. Donc, ce que ça montre, c'est que, certes, avec l'argent, on peut acheter des soutiens politiques en quelque sorte, ou en tout cas, on peut acheter la complicité d'un certain nombre d'élites, donc du gouvernement afghan, mais ça ne crée absolument pas forcément un soutien au sein de la population afghane qui très rapidement va réagir contre cette corruption massive des élites afghanes, y compris en soutenant les talibans qui, du coup, se taillent un peu à marcher, on va dire, idéologique sur le thème de la lutte contre les élites corrompues. Une des idées centrales aussi de la contre-insurrection menée par l'OTAN et par les Américains en Afghanistan, c'est celui du lien entre sécurité et développement. Donc, il y a l'idée que voilà, si on veut sécuriser une province, il faut apporter de l'aide au développement. Et pour développer une province, il faut apporter de la sécurité. Donc, il y a l'idée que sécurité et développement sont la même chose. Ce qui peut sembler, intuitivement en tout cas, parfaitement compréhensible. En réalité, cette idée d'un nexus, donc nexus en latin, ça veut dire le lien, donc c'est une façon simplement pour dire qu'il y a un lien entre sécurité et développement, mais c'est le terme souvent utilisé en anglais d'ailleurs pour décrire cette idée. En réalité, ce qui se passe, c'est que du fait de ce lien qui est fait entre sécurité et développement, les provinces les plus stables en Afghanistan vont souvent recevoir moins d'aide au développement. Puisque l'idée, c'est que voilà, s'il y a de la sécurité, il n'y a pas besoin d'apporter de l'aide au développement, puisque l'aide au développement sert à stabiliser la province et vice-versa. Du coup, dans certaines provinces réputées stables, il va y avoir des attaques menées par des éléments qui se revendiquent comme étant des talibans, mais qui ne le sont pas forcément, avec pour simple objectif de s'attirer des projets d'aide au développement. Parce que lorsque la communauté internationale voit qu'il y a des attaques, on va dire au nord, par exemple, de l'Afghanistan, autour de Mazar-e-Sharif, ils vont se dire « Ah, bah tiens, cette région qu'on pensait être stable a également une forte présence talibane, on va donc y développer des projets de développement. » Et donc, l'instabilité, paradoxalement, et la guerre deviennent pour des élites afghanes, notamment à l'échelle provinciale, une manière d'attirer des projets d'aide au développement. Ce qui est donc un effet parfaitement pervers, en tout cas contre-productif, de cette idée de lien sécurité-développement et qui, là aussi, explique l'incapacité de la communauté internationale à stabiliser l'Afghanistan sur le plan sécuritaire en apportant de l'aide au développement. Donc finalement, face à l'échec
reconfirmer à chaque élection présidentielle des élites afghanes, puisque les élections, à chaque fois, se terminent non pas par des victoires électorales, mais par des tractations dans lesquelles, finalement, les Américains contraignent les différents chefs de faction afghans à créer un gouvernement qui correspond d'ailleurs jamais aux résultats des élections, qui par ailleurs sont largement truquées, parce qu'organiser des élections dans un pays dans lequel il y a la guerre est en réalité très, très difficile, et on le comprend. Mais ce qui fait que très rapidement, le gouvernement afghan, qui déjà contrôle essentiellement la capitale et ses environnements, mais pas forcément le reste du pays, et qui est donc coupé du reste du pays, face à donc l'échec de ces élites, la communauté internationale, et surtout l'OTAN et les Américains, vont néanmoins tenter le tout pour le tout à partir de 2014, en se disant que voilà, si le gouvernement a échoué, on peut tout de même construire une armée efficace et y mettre vraiment le paquet sur les forces de sécurité afghanes, avec l'idée que tant que les forces de sécurité afghanes ont plus de troupes et plus de moyens que les talibans, ils vont forcément être gagnants. Mais on a très rapidement vu, donc en 2021, que tout simplement des forces de sécurité qui n'ont pas qui ne se reconnaissent pas dans leurs élites politiques et qui considèrent d'ailleurs qu'ils sont pour l'essentiel corrompus, ne vont pas forcément se battre, y compris lorsqu'ils savent pourtant qu'ils ont des effectifs et des moyens plus importants que les talibans. Donc construire une armée sans État est finalement une idée qui, là aussi, échoue. Donc ici, pour terminer, vous voyez la carte, enfin d'ailleurs les cartes qui n'ont pas forcément besoin d'être commentées parce que tout simplement elles illustrent l'avancée des talibans entre le 11 mai de cette année et le 13 août, qui est donc le moment où ils prennent Kaboul. À ce moment-là, il ne reste plus que pour l'essentiel le Hazarajat, qui est donc le centre de l'Afghanistan, qui n'est pas contrôlé par les talibans. Mais entre-temps, bien sûr, ces territoires sont également contrôlés par les talibans, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, ils contrôlent l'entièreté du territoire, y compris la vallée du Panjshir. L'exception, en quelque sorte, c'est les zones dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays, qui est en partie contrôlée par l'État islamique. Et c'est bien sûr aujourd'hui la préoccupation principale. Merci Emmanuel. Donc simplement pour conclure, donc aujourd'hui la situation est bien évidemment critique avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, qui se double d'ailleurs d'une sécheresse et d'une très probable crise économique. On parle pour 2022 d'une compression de l'économie afghane d'un quart, entre un quart et un tiers, ce qui est énorme, sachant qu'en plus, il y a une fin FIN, non pas totale, mais partielle, de l'aide internationale. Il y a 1 milliard de dollars qui sont gelés, 10 milliards de dollars du gouvernement afghan, enfin de l'ancien gouvernement afghan, qui sont gelés aux États-Unis et que les talibans ne peuvent donc pas utiliser. Le système bancaire afghan est bien évidemment en crise. Donc on redoute, surtout pour l'hiver qui vient, et pour l'année à venir, une crise économique, humanitaire, alimentaire et bien sûr avec le contexte Covid sanitaire, ce qui est d'ailleurs l'explication pour laquelle, la raison pour laquelle la politique actuelle de non-reconnaissance des talibans en tant que gouvernement se double d'une politique d'engagement avec les talibans, donc en tout cas de discussion avec les talibans. Donc, les Américains parlent souvent de engagement without recognition, donc d'engagement sans reconnaissance, avec l'idée que le fait de ne pas discuter avec les talibans, le fait de ne pas chercher à apporter de l'aide humanitaire
alimentaire à l'Afghanistan n'est pas une option parce que la compression de l'économie et la crise économique et humanitaire grandissante risque bien sûr de déborder le territoire afghan et que la seule façon de continuer à soutenir, même si c'est de manière très réduite par rapport à ce qui se faisait avant, la population afghane, ne peut passer que par les nouvelles autorités, celles qui de facto contrôlent le territoire afghan, même si on n'en reconnaît pas le caractère gouvernemental. Ce qui est d'ailleurs une idée assez récente, cette idée qu'il faille conditionner la reconnaissance de gouvernement. Donc aujourd'hui, le principe qui prévaut et que les États-Unis ont réussi, non pas à imposer, mais en tout cas à négocier avec l'ensemble des pays de la communauté internationale, c'est de ne reconnaître le gouvernement afghan, de ne reconnaître les talibans qu'en tant que gouvernement afghan, qu'à condition qu'il y ait une inclusivité du nouveau régime, triple inclusivité, puisque c'est une inclusivité ethnique, avec l'idée que tant qu'il y aura essentiellement des Pashtuns à la tête du mouvement taliban, il ne faut pas en reconnaître le caractère gouvernemental. C'est également l'inclusivité en termes de genre, avec l'idée qu'il faut qu'il y ait des femmes représentées au niveau des ministères, ce qui, pour l'heure, n'est pas le cas, et ce qui risque de ne pas être le cas dans les mois et années à venir non plus. La troisième inclusivité que visent les États-Unis au nom de la communauté internationale, c'est en termes politiques, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas que les talibans qui soient représentés, ce qui est bien sûr difficile à faire avaler aux talibans dès lors qu'ils considèrent qu'ils se sont imposés par la force militaire, comme tous les gouvernements et régimes afghans l'ont fait avant eux, et que donc permettre à d'autres forces politiques d'être représentées au niveau du gouvernement afghan actuel ou de ce qui serait un gouvernement internationalement reconnu, c'est en quelque sorte reconnaître une défaite qu'ils n'ont jamais subie, en tout cas dans leur esprit. L'autre condition, c'est le respect, bien sûr, des droits de l'homme et en particulier les droits de la femme, du point de vue de la communauté internationale, qui là aussi sont une des conditions pour reconnaître les nouvelles autorités en tant que gouvernement. Il y a un troisième aspect dont on parle relativement peu, mais qui en réalité est aujourd'hui certainement ce qui empêche les pays de la région, en tout cas, de reconnaître les talibans, et c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire que la plupart des pays attendent de voir dans quelle mesure les talibans parviennent à tenir l'entièreté du pays, à y imposer une paix relative, ou en tout cas à contrôler toutes les factions qui pourraient théoriquement vouloir continuer la lutte, y compris contre les talibans. Et c'est bien sûr là en priorité la question de l'État islamique qui est visée. Donc, comme vous le savez, l'État islamique s'impose dans une partie de la Syrie et de l'Irak à partir de 2014. Très rapidement, l'État islamique va s'imposer dans certains districts à l'est de l'Afghanistan également. Donc, en réalité, l'État islamique en Afghanistan, qu'on appelle donc l'État islamique dans la province de Khorasan, Khorasan étant un des anciens noms du territoire afghan, ce groupe fait défection de différents mouvements. En 2014, un de ces mouvements, c'est les talibans pakistanais, TTP, Tehrik et Taliban, Pakistan, donc TTP, qu'il ne faut pas confondre avec les talibans afghans. Donc, beaucoup de ces membres de l'État islamique en Afghanistan sont d'origine pakistanaise. Il y a aussi certains membres des talibans Afghanistan qui vont faire défection au moment où ils découvrent en 2014 que le nouveau chef des talibans à l'époque, qui s'appelle Akhtar, qui est tué en 2016, mais il découvre qu'il a menti sur la mort du Mollah Omar, puisqu'il a dit que le Mollah Omar était son chef et que donc il n'était que son
vice, enfin voilà, c'était au travers de lui, c'était le Mullah Omar qui gouvernait, en tout cas qui gouvernait les talibans. Très rapidement, donc on découvre en 2014 qu'en fait le Mullah Omar est probablement mort depuis 2011 et que Akhtar ne faisait que de se revendiquer de son autorité alors qu'il était déjà mort. Donc à partir de ce moment-là, il y a un petit nombre en fait de talibans qui vont partir du mouvement, dégoûtés donc par ce mensonge, et c'est en grande partie ces gens-là qui vont rejoindre l'État islamique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a donc une guerre larvée à l'est de l'Afghanistan entre l'État islamique qui se revendique d'une doctrine beaucoup plus dure, qui est très violemment anti-chiite, y compris contre les chiites afghans, qu'ils soient Hazara ou Kizibash, et qui aujourd'hui fait donc apparaître aussi les talibans quelque part comme, non pas comme une force modérée, mais en tout cas comme une meilleure solution que d'un État islamique qui s'imposerait progressivement, non pas à l'échelle afghane, puisque c'est très, très peu probable, mais en tout cas dans certaines provinces. Donc, bien sûr, ces facteurs-là est également au cœur de la question de savoir s'il faut reconnaître ou pas les talibans, sachant que s'ils ne parviennent pas à s'imposer face à l'État islamique, ils ne sont pas non plus un gouvernement effectif, mais en même temps, si on ne les reconnaît pas alors qu'ils parviennent à s'imposer, cela pourrait donner plus de légitimité à ceux parmi les talibans qui souhaiteraient encore rejoindre l'État islamique. Un dernier aspect que je vais soulever avant de clore, c'est les enjeux interethniques et interconfessionnels. Cela fait donc partie des conditions d'inclusivité que la communauté internationale a posées pour reconnaître le gouvernement, enfin, pour reconnaître les talibans en tant que gouvernement afghan. Donc, en réalité, comme je le disais, on ne peut pas dire que les talibans sont exclusivement un mouvement pachtoun. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'organigramme du gouvernement, entre guillemets, taliban, il y a des personnes qui ne sont pas pachtoun. Par exemple, un des vice-premiers ministres, Hanafi, est turkmène. Il y a des Tadjiks. Progressivement, comme je disais, les talibans essayent de faire monter des Hazaras, pourtant chiites, dans la hiérarchie des talibans, notamment pour satisfaire à cette condition-là. Mais il reste bien sûr le problème qui est que la majorité des talibans, pour des raisons historiques et géographiques, sont pashtuns, et que le fait d'imposer des conditions telles que la multi-ethnicité au sein des talibans, même si pour l'heure, elle est formellement soutenue, cette option, y compris par la hiérarchie talibane, il y a des chefs talibans qui s'y opposent de manière virulente avec l'idée que des gens qui n'ont pas combattu ne peuvent pas non plus se prévaloir du pouvoir après la victoire des talibans, enfin s'ils conçoivent comme une victoire. Et si ces gens partent du mouvement taliban, il y a des très fortes chances qu'ils rejoignent l'État islamique. Donc il y a aussi cet équilibre que la hiérarchie actuelle des talibans essaie de maintenir et qui crée des tensions, y compris avec les communautés internationales. Bien sûr, la question est importante du point de vue de la communauté internationale, puisque les talibans, en tout cas pour des raisons historiques, ont été liés à des exactions, notamment contre des Hazaras, dans les années 1990, et que si de tels massacres avaient lieu aujourd'hui, conduirait certainement à une reprise des hostilités, voire à ce que beaucoup de pays occidentaux conçoivent comme des vagues migratoires, d'où aussi cette insistance sur cet aspect. La crise migratoire, s'il faut parler en ces termes, entre guillemets, est une réalité au sens où une grande partie de la population afghane s'est enfuie, mais ce qu'il faut souligner, enfin, s'est enfuie au travers des années, depuis 79, et donc le début des guerres inter-afghanes,
Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est avant tout l'Iran et le Pakistan qui ont absorbé l'essentiel de cette migration et qui continuent à le faire. Et il y a aujourd'hui, cette carte date, comme vous le voyez, de 31 décembre 2020, donc il y a un an, 3 millions de déplacés internes, ce qui s'est accru. Je crois que c'est 3,5 millions aujourd'hui, suite aux déplacés internes de l'année 2021. Et donc, la crise, aujourd'hui, elle est avant tout régionale plutôt qu'internationale dans son ensemble. Et elle est surtout aussi interne à l'Afghanistan avec les déplacés internes, mais aussi la crise humanitaire et économique qui s'annonce. Et je vais m'arrêter là. À l'origine de l'occupation des États-Unis, je n'ai pas très bien compris s'il y avait un lien entre Al-Qaïda et les talibans, en fait. D'accord. Donc oui, il y a un lien dans le fait que les talibans, après avoir pris le pouvoir à Kaboul, donc en 1996, acceptent la présence de volontaires étrangers, donc des volontaires arabes étrangers essentiellement liés aux pays du Golfe et qui souvent sont coordonnés par Ben Laden et Al-Qaïda, notamment pour combattre les forces du commandant Massoud dans la vallée du Panchir. Et donc, en quelque sorte, c'est les talibans qui invitent Al-Qaïda, ou en tout cas qui acceptent la présence d'Al-Qaïda en Afghanistan, y compris des bases militaires d'Al-Qaïda, notamment pour aider les talibans dans la lutte contre Ahmed Shah Massoud. La contrepartie de cette collaboration étant bien sûr que du coup, Al-Qaïda a une autonomie stratégique qui va lui permettre de coordonner ses propres opérations, dont les attentats du 11 septembre. Donc, il y a une relation entre les deux qui est que les talibans acceptent la présence d'Al-Qaïda, mais en même temps, la volonté ou la décision, en tout cas, de Ben Laden et d'Al-Qaïda de commettre des attentats en dehors du territoire afghan, mais depuis le territoire afghan, en tout cas, on n'a jamais démontré qu'il y avait une quelconque approbation des autorités talibanes vis-à-vis de ça. Donc, c'est plus une complicité de fait qu'une participation à la décision de commettre les attentats du 11 septembre qui font que les talibans vont se retrouver impliqués dans la guerre après le 11 septembre. Le rôle du Qatar aussi en tant qu'intermédiaire, on a beaucoup parlé dans l'histoire du rôle du Pakistan, de l'Arabie Saoudite. Après, c'est sans doute aussi une revendication et une influence régionale demandée, mais le Qatar a vraiment eu quand même un rôle majeur, je pense, dans ce retour au pouvoir des talibans et notamment dans la signature des accords de Doha. Est-ce que vous pouviez peut-être dire un mot ou deux là-dessus, sur le rôle du Qatar? Oui. Donc, en fait, les relations le Taliban et le Qatar, ou en tout cas la présence de talibans au Qatar est antérieure au début des négociations formelles avec les États-Unis, puisque déjà au début, 2011-2012, il y a un certain nombre de chefs talibans qui s'installent à Doha. À partir de 2015, officiellement, il y a le bureau politique des talibans qui se trouve au Qatar. Donc, il s'agit d'un soutien politique de la part du Qatar aux talibans, mais avec cet aspect un peu paradoxal que c'est aussi pour aider l'allié américain du Qatar que le Qatar accepte d'accueillir ce bureau politique des talibans, puisque à ce moment-là, les Américains de plus en plus ont un intérêt à négocier avec les talibans, et en tout cas avec les talibans qu'ils considèrent comme étant les moins liés justement à Al-Qaïda et au terrorisme international. Donc c'est à la fois une sorte d'alliance politique, mais aussi un service que rend le Qatar aux Américains en faisant les intermédiaires, en quelque sorte, le médiateur neutre, si on veut, entre les États-Unis, qui ont une base militaire très importante au Qatar, d'une part, et les talibans de l'autre, sachant d'ailleurs que
nombre des bombardements aériens contre les talibans en Afghanistan à l'époque sont coordonnés depuis le Qatar, enfin depuis la base militaire américaine au Qatar. Donc le Qatar joue un rôle très ambigu en fait, qui est ni franchement pro-taliban ni franchement pro-américain. Il est quelque part entre les deux en utilisant justement la fonction de courtier ou d'intermédiaire que le Qatar peut ainsi assurer auprès des deux. La raison pour laquelle les Américains ne veulent pas, ou en tout cas n'encouragent pas le Pakistan à jouer ce rôle, c'est qu'ils considèrent que les Pakistanais sont beaucoup plus ambigus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les Américains veulent négocier avec des talibans à l'époque, donc autour de 2015, entre 2014 et 2016, les vraies négociations formelles commencent en 2018, mais pendant cette période, à chaque fois qu'ils commencent à négocier avec des chefs talibans présents au Pakistan, ces chefs sont tués au Pakistan. Et les Américains, très rapidement, soupçonnent que ce sont les services secrets pakistanais qui sont impliqués pour la simple raison qu'ils ne veulent pas forcément voir les talibans négocier avec les Américains. Et donc, c'est aussi la confiance américaine plus grande, on va dire, par rapport à l'État qatari, qui fait que le Qatar peut jouer ce rôle d'intermédiaire qui n'est pas un intermédiaire neutre, mais en tout cas qui n'est pas considéré par les Américains comme étant franchement pro-taliban, ni par les talibans comme étant franchement pro-américains. Et c'est donc finalement un double jeu aussi que joue le Qatar là. Ok, merci pour la réponse, Monsieur Olson. Je vois qu'il y a une question en plus qui vient de s'afficher de Fabrice dans la discussion qui demande qui fournit en armement les talibans. D'accord. C'est compliqué de répondre. On sait que depuis le début, en tout cas depuis 2001, le Pakistan arme de manière assez massive, même si les talibans n'ont pas des armes très sophistiquées, mais en tout cas, les armes qu'ils ont viennent surtout du Pakistan. On sait aussi que d'autres pays sont impliqués, en tout cas les sources qu'on a, mais voilà, bien sûr, je n'ai pas des preuves formelles, mais en tout cas dans la littérature sur la guerre en Afghanistan, on mentionne beaucoup l'Iran, le Pakistan, dans une moindre mesure même la Chine, et certains pays du Golfe. Après, c'est difficile. Pour l'essentiel, ça c'est de l'aide financière et économique, mais qui est de l'aide aussi pour se fournir en aide, en armes. Bien sûr, il y a aussi une production, on va dire, d'armes par les talibans, notamment pour tout ce qui est des engins explosifs improvisés. Et on considère que les volontaires internationaux, surtout les groupes qui ont été impliqués dans la guerre en Irak contre les Américains et qui ont développé un savoir-faire en matière d'engins explosifs improvisés, donc en matière de mines tout simplement, ont transféré leur savoir ensuite en Afghanistan. Donc il y a aussi beaucoup d'individus tout simplement ou des groupes qui ne sont pas liés à des États, qui ont développé un savoir-faire en matière de guerre, notamment contre les États-Unis, en Irak ou ailleurs, qui ont transféré ce savoir-faire, voire dans certains cas, qui sont allés former des talibans, soit en Afghanistan, soit au Pakistan. Mais voilà, les deux pays les plus impliqués, en tout cas dans l'aide militaire directe, sont donc l'Iran et le Pakistan, enfin plutôt le Pakistan d'abord et ensuite l'Iran. Ce qui peut d'ailleurs paraître paradoxal puisque l'Iran a eu beaucoup de tensions avec les talibans par le passé. Lorsque les talibans prennent le pouvoir en 1996 à Kaboul, ils massacrent des Iraniens, je crois que c'est dans le consulat de Herat, ce qui crée une crise diplomatique majeure entre l'Iran et les talibans. Donc voilà, il y a des relations très conflictuelles historiquement entre l'Iran et les talibans, aussi parce que l'Iran a toujours soutenu les groupes chiites en Afghanistan, notamment contre les talibans.
Mais l'Iran a néanmoins soutenu les talibans après 2001. Progressivement, ça n'a pas commencé en 2001, ça a commencé plus vers 2006, 2007. Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est qu'ils, bien sûr, ils voyaient d'un très mauvais œil la présence internationale et surtout américaine dans un pays voisin, d'autant plus que l'armée américaine est aussi présente en Irak. Donc, ça faisait quand même deux pays voisins dans lesquels il y a une présence massive de troupes américaines. Donc, de ce point de vue-là, les Iraniens ont partiellement, même si relativement peu par rapport au Pakistan, mais tout de même soutenu les talibans, ou en tout cas ont soutenu la lutte des talibans contre les Américains pour affaiblir cette présence en Afghanistan. La deuxième raison, c'est la lutte à partir de 2014 contre l'État islamique, sachant que l'agenda politique de l'État islamique, ce soit en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, c'est avant tout, pour le dire brutalement, d'éliminer les populations chiites de ces régions. L'Iran étant majoritairement un pays chiite, de plus, qui se veut une théocratie liée au clergé chiite du pays, et dans la mesure où l'Iran considère que son rôle est donc aussi de protéger les minorités chiites dans les pays voisins, ont aussi cherché à aider les talibans à lutter contre l'État islamique en tant que menace principale pour les populations chiites en Afghanistan. Pour ce qui est de la Chine, en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est essentiellement une aide économique et financière, et qui est aussi une aide qui est coordonnée avec le Pakistan, dans la mesure où à la fois le Pakistan et la Chine ont des relations tendues avec l'Inde, ce qui les rapproche, d'autant plus que pour le Pakistan, soutenir les talibans est aussi une manière d'affaiblir son ennemi, ou son adversaire en tout cas, indien, puisqu'il y a l'idée que si l'Inde attaque le Pakistan, ça a toujours été l'idée pakistanaise, c'est ce qu'ils appellent la profondeur stratégique, c'est-à-dire que si l'Inde attaque le Pakistan a toujours une base arrière logistique, militaire en Afghanistan, notamment en lien avec des groupes tels que les talibans, dont ils pensent, en tout cas dont ils espèrent que dans le cadre d'un conflit avec l'Inde, il pourrait s'avérer être un allié fidèle. Donc en fait, on ne peut pas déconnecter non plus le soutien pakistanais aux talibans de la configuration conflictuelle régionale de manière plus générale. On est à la fois sur des guerres internes, on est à la fois sur des guerres ou des envahissements d'autres pays pour cet État islamique. On est aussi dans un pays morcelé, etc. Mais j'ai envie de parler de paix. Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager, indépendamment du fait que c'est vraiment un pays stratégique, comme vous venez de le décrire, est-ce qu'on peut imaginer concrètement qu'il puisse y avoir à un moment donné, vous avez donné quelques pistes dans les conditions en tout cas d'un travail avec les talibans pour les pays étrangers qui pourraient, et les conditions qui pourraient le reconnaître, mais voilà, est-ce que quelque chose de positif peut ressortir à un moment donné? Nous sommes très préoccupés à la fois par la question des femmes, par la question humanitaire, etc. Mais dans tout ça, est-ce que quelque chose de positif peut ressortir? Oui, merci beaucoup pour votre question. Mais je crois que tout le paradoxe de la situation afghane, y compris d'ailleurs du point de vue de la communauté internationale, c'est que de facto, il y a la paix maintenant en Afghanistan. C'est-à-dire que, bien sûr, comme je disais, il y a encore des combats ou en tout cas des attaques et de la violence liée à la présence de l'État islamique. Il y a bien sûr la possibilité qu'il y ait des soulèvements aux frontières ou de la part de certaines minorités, mais pour l'essentiel, en tout cas, la guerre qui a commencé en 2001 s'est terminée avec la prise de pouvoir par les talibans et plus encore par la présence des talibans dans les zones qui, même pendant le premier régime taliban, étaient contrôlées par les forces du commandant Massoud. Donc en réalité, l'Afghanistan n'a jamais été autant en paix, si on veut, qu'aujourd'hui, en tout cas depuis 1979.
Maintenant, ce n'est pas le régime que la communauté internationale appelait de ses voeux, ça c'est certain. Et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes ou de choses qui peuvent surgir dans le futur. Mais voilà, même si on fait abstraction de ce qui s'est passé cette année, depuis 1979, il y avait une paix, enfin la seule période où il y a eu une paix relative en Afghanistan, en tout cas au sens où il y avait une autorité qui avait réussi à désarmer l'essentiel des différentes factions militaires sur le terrain. Bah, c'était les talibans entre 1996 et 2001. Ce qu'il y avait pendant cette période, c'est qu'effectivement, il y avait les combats dans la vallée du Panchir, il y avait les présences d'Al-Qaïda qui étaient liées à ces combats aussi dans la vallée du Panchir, ce qui fait qu'on ne pouvait pas à l'époque parler de véritable paix. Enfin, en tout cas, la guerre civile continuait à un bas niveau et de manière localisée dans la vallée du Panchir. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le seul argument qu'aujourd'hui les talibans ont en quelque sorte, en tout cas vis-à-vis de leur propre population, c'est de dire, enfin, leur promesse en prenant le pouvoir, c'était essentiellement le retour à la paix et la fin de la corruption. Et bien sûr, il est trop tôt pour dire si ça va, s'ils vont réussir, d'autant plus que bien sûr la reconnaissance ou non de la communauté internationale va jouer un rôle important là-dedans. Mais en tout cas, pour ce qui est du volet, on va dire, fin de la guerre, en tout cas celle commencée en 2001, on peut dire que la prise de Kaboul en août 2021 a de facto mis fin à cette guerre-là. Donc, par exemple, il n'y a plus de checkpoints à l'entrée de la ville de Kaboul parce qu'il n'y a plus de… Les forces de sécurité du gouvernement afghan, enfin celui d'Ashraf Ghani, ont déposé des armes et n'existent plus véritablement. Donc, il faut espérer qu'il n'y aura pas de répression ni d'exaction de la part des talibans. Il faut espérer que la crise économique et humanitaire qui semble se profiler puisse être réduite autant que possible, voire résorbée si il y a une aide humanitaire inespérée qui arrive. Sur la question du droit des femmes et les droits de l'homme de manière générale et les droits des minorités de manière générale, il y a un vrai problème. Il y avait un vrai problème que la communauté internationale, pour le moment, essaie de résoudre en conditionnant la reconnaissance d'un gouvernement afghan. Mais pour le moment, c'est essentiellement de cette reconnaissance-là et de l'éventuel infléchissement qu'une telle reconnaissance pourrait occasionner dans la politique des talibans que réside l'essentiel des espoirs, on va dire. Parlait tout un moment aussi dans les médias de la vallée du Panchir avec le fils Massoud. Qu'est-ce qu'il en est après, enfin, selon les informations qui avaient été données, finalement, le fils Massoud serait parti de la vallée du Panchir. Est-ce qu'il y a encore voilà, le mouvement autour du fils Massoud est vraiment une opposition sérieuse ou ce n'est pas le cas et vraiment, enfin, les talibans ont réussi à, entre guillemets, écraser cette opposition? Oui, de ce qu'on en sait, les forces de Massoud restent une force d'opposition, mais est aujourd'hui une opposition en exil. C'est-à-dire que lui et, on va dire, les gens qui étaient liés à son mouvement sont aujourd'hui au Tadjikistan. Ils l'ont dit officiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de combat dans la vallée du Panchir. Il continue à appeler, on va dire, la communauté internationale à ne pas reconnaître les talibans comme le nouveau gouvernement afghan. Donc, il reste une force d'opposition, mais qui est aujourd'hui basée au Tadjikistan. Ce qui explique d'ailleurs en partie que le fait que, même si on pense que dans les mois, peut-être années à venir, au moins les pays limitrophes de l'Afghanistan vont probablement reconnaître les talibans comme le futur gouvernement s'il reste en place, bien sûr. Autant il est assez peu probable que le Tadjikistan le fasse, justement parce que toutes les forces d'opposition qui sont liées aux Tadjiks du nord-est de l'Afghanistan sont aujourd'hui repliées au Tadjikistan. Ok, un grand merci pour cette réponse. Je vais simplement prendre
petite conclusion, en tout cas, un grand merci à tous pour votre présence. Un grand merci à M. Olson pour merci à vous. Merci pour votre patience aussi. Enfin, vous aurez l'invitation pour le deuxième mini-débat qui se concentre plutôt sur la politique de l'Union européenne et de la Belgique en Afghanistan et surtout sur un focus sur les faits, les statistiques migratoires de la population afghane ici en Belgique. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine, je l'espère. Merci tout le monde.